Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour cette série qu'on a appelé les gardiens du vivant en fait, qui cherche à donner un peu la parole aux différents collectifs locaux, à tous ceux qui soit résistent, soit inventent même une autre façon positive et contributive d'aller vers refaire société, d'inventer une autre façon d'être en santé, de prendre soin à la fois de cette maladie du Covid-19, mais à la fois de tout notre système qui a l'air quand même globalement bien malade et du lien social qui a l'air bien malade. Donc j'ai la chance de recevoir Brigitte et Gaël qui sont de Nouvelle-Calédonie. Alors bonjour, bonsoir, c'est bonsoir chez moi, mais bonjour chez vous. Oui, Bonjour Brigitte, bonjour Gaël, vous allez bien? bonjour Louis, oui, oui, très très bien, oui. Est-ce que vous pouvez vous présenter succinctement l'une l'autre, Brigitte peut-être en premier? Oui, oui, moi je suis métropolitaine, mais en Calédonie depuis 24 ans maintenant. Je suis docteur en pharmacie, j'exerce parce que j'ai ma propre officine sur l'île. Je suis maman de 4 enfants et grand-mère de 4 petits-enfants maintenant depuis une semaine. Voilà, je me suis beaucoup interrogée depuis pas mal de temps sur tout ce qui se passe. Ça fait de nombreuses années que je que je m'interroge et voilà, j'en suis là aujourd'hui parce que de mes interrogations sont venues des certitudes, c'est que on a beaucoup de choses à préserver et il faut se battre pour le faire. Voilà. Merci beaucoup et félicitations pour les petits-enfants. Euh, qu'est-ce qui t'a fait là, tu fais partie d'un collectif en Nouvelle-Calédonie. Comment ça s'appelle ce collectif? Ah bah Et, écoute, on a rejoint votre collectif national en créant notre antenne grâce à Gaël, l'antenne calédonienne. Oui, on fait partie de ce collectif. Ce sont beaucoup de professionnels de santé, mais toutes sortes de citoyens qui nous ont rejoints. On essaie de fédérer un maximum de personnes autour de cette question de la crise, dite crise sanitaire, qui nous a touchés de manière complètement différente à la vôtre. On a été Covid-free pendant très longtemps. On a eu connu un premier confinement il y a un an. On a attends, recommencé on va en ça il y a reparler un un peu, mois. peut-être, on va en Oui, reparler après si tu veux bien. voilà. Mais D'accord. juste le collectif, il s'appellerait Info Covid Info Nouvelle-Calédonie et Covid puis votre Nouvelle-Calédonie, oui. page Facebook pour ceux qui voudraient venir voir, bah, c'est Cultivons l'optimisme, c'est ça? Euh, Oui, et cultivons une autre, l'optimisme en Nouvelle-Calédonie. ouais, c'est ça. Donc ça traduit un peu votre état d'esprit. Bonjour Oui. Gaël. Voilà, bonjour. Donc, je m'appelle Gaëlle Wéry. Je suis arrivée en Nouvelle-Calédonie il y a 30 ans. On était en Afrique centrale avec mes parents quand on était enfants. Et puis, bon, je me sens un peu enfant du pays parce que c'est cette terre qui a nourri mon sang et mes cellules. Et quand je suis partie faire mes études en Belgique et quand je suis revenue, je voulais donner à la terre et aux Calédoniens ce qu'ils m'avaient donné pour me nourrir. Donc, j'ai 2 enfants qui ont 8 et 2 ans, donc avec beaucoup d'énergie à donner aussi. Et je me suis intéressée à tout ça très rapidement parce qu'on a quand même beaucoup d'amis et beaucoup de familles un petit peu partout dans le monde. Et j'ai suivi depuis un an de façon assez rapprochée. Quand le gouvernement de la Calédonie a annoncé la mise en place de la vaccination en Nouvelle-Calédonie, je vous ai contacté, j'ai contacté Réinfo Covid France en demandant s'il y avait une possibilité, enfin, en voyant un petit peu des difficultés, des dissonances et beaucoup de questionnements au niveau de l'information qu'on recevait ici et celle que je pouvais recevoir par Internet ou par d'autres collectifs indépendants ou conseils scientifiques indépendants. C'est là que je vous ai contacté, je vous ai demandé si officiellement on pouvait relayer l'information Réinfo Covid et permettre de créer un collectif ici. Voilà ce qu'on peut en dire. Ah bah, merci Gaël. Ah, elle s'est déconnectée un petit peu, mais elle va revenir. Finalement, il y a beaucoup d'antennes qui sont ouvertes un peu partout, même autour du monde, hein. Il y a la Nouvelle-Calédonie, mais il y a en Australie, en Suisse, en Belgique, dans même au Cambodge, je crois. Enfin, il y a beaucoup, beaucoup d'endroits. Euh, Gaël va nous rejoindre juste après. Brigitte, je vais te redonner la parole si tu veux bien, pour que tu nous parles un peu de effectivement comment ça s'est passé, parce que les gens là en métropole, ils savent bien comment ça s'est passé chez nous, mais chez vous, effectivement, c'est pas du tout la même séquence, c'est pas du tout la même façon d'appréhender les choses, et vous êtes resté plutôt Non. indemne du Covid. Et c'est Oui. la chance d'être une île quelque part. Il y a beaucoup de gens qui ont rêvé d'être une île, parce que si on ferme les frontières d'une île, finalement, elle reste préservée dans une épidémie. Euh, Alors, oui, c'est un peu ce qui s'est passé pour nous. En fait, il y a un an à peu près, quand ça a commencé en métropole ici aussi, on a tout de suite été saisis dans le flux de ce qui arrivait. Il se trouve qu'on a eu un cas soi-disant endogène. Il se trouve que c'est un personnel de ma pharmacie qui en a été la victime, et ça a déclenché un confinement d'1 mois.
On s'est aperçu assez rapidement que en fait ça n'était pas un cas endogène, qu'il n'y avait pas d'autres cas sur l'île, donc on a été complètement libéré de tout ça. Il n'y avait pas de masque. Nous, on a vécu normalement en regardant ce qui se passait en métropole de très loin, parce qu'on n'avait pas du tout la même problématique pendant pratiquement une année. Et puis il y a début mars. À nouveau, un cas s'est présenté, qui a été suivi par d'autres et rebelote, de nouveau confinement, avec là port de masque. Bon, ça n'a jamais été plus loin que ça a duré un mois. Et au bout d'un mois, on est revenu ce qu'on appelle nous ici Covid-free. Mais pendant ce laps de temps, s'est mis en place la vaccination. On a eu l'impression, nous, de rattraper toute votre année à ce sujet-là, hein, pas pour les masques ou le reste, mais d'avoir cette pression phénoménale sur la vaccination et de rattraper toute l'année ce que vous aviez vécu et nous le faire en condensé. Donc depuis ce temps-là, il y a effectivement une pression très intense pour que notre population soit vaccinée, d'après ce qu'ils veulent, à 70%. Et ils font tout pour y arriver. Ça marque le pas, mais ils font énormément de choses pour y arriver, avec la même chose que chez vous, c'est-à-dire un ostracisme patent et profond pour tous les gens qui ne sont pas dans le même état d'esprit, avec la même volonté, avec beaucoup de doutes, beaucoup de questionnements, mais auxquels on n'apporte aucune réponse. Voilà, et finalement, là, dans votre collectif, toutes les deux, puis une bonne partie, sont des gens qui vivent en Nouvelle-Calédonie pour de bon. En fait, oui, c'est pas des métropolitains qui viendraient pendant 1 an ou 2 ans se dorer la pilule un petit peu et donner des leçons aux Kanaks. C'est plutôt des vrais Kanaks là que vous êtes, c'est ça? Oui, c'est tout à fait. Les gens qui nous rejoignent sont des gens qui sont alors beaucoup de gens de métropole, mais qui sont implantés comme Gaël et comme moi depuis de très très nombreuses années. Donc on est ici, on va nous appeler des Calédosaures, on est des oreilles de Calédonie, mais on est des gens implantés. Oui, tout à fait, tout à fait. D'accord. Et vous avez l'impression que sur la vaccination, enfin sur l'histoire entière, les gens ont peur aussi, comme ce qui a pu arriver en France métropolitaine, qu'on a été entretenu dans une peur, à la fois par les médias, par le gouvernement, avec l'annonce des chiffres de décès chaque jour, les images des réanimations remplies. Est-ce que chez vous, c'est la même chose? Les gens ont peur du virus en fait et de l'épidémie ou bien? Alors les gens ont eu peur lorsque ce deuxième confinement est arrivé parce que c'est vrai qu'on vivait dans une bulle, mais vraiment dans une bulle, on avait une vie tout à fait normale et ça nous est tombé dessus il y a donc au mois de mars. Et là les gens ont en fait se sont réappropriés tout ce qui vous était arrivé et ça leur est tombé dessus comme si c'était leur problème, enfin comme si ça avait été toujours le cas chez eux. Donc il y a eu cette peur qui s'est développée. Cette peur s'est développée dans toutes les populations, hein, que ce soit les populations océaniennes comme les populations blanches. Et comme la vaccination a tout de suite été proposée de manière extrêmement intensive, on a eu une première vague de gens qui se sont fait vacciner. Alors il faut dire que notre contexte ilien est quand même extrêmement problématique, c'est-à-dire que nous on ne peut plus rentrer et sortir de l'île depuis un an. Ça pose un certain problème économique, mais au niveau individuel, ça pose une autre problématique, c'est que nous, on a nos familles en métropole ou ailleurs, et ça fait pratiquement 2 ans qu'on ne les a pas vus. On ne peut pratiquement pas sortir de l'île. Donc, toute une frange de la population qui sont ces populations qui voyagent, donc souvent les populations plutôt blanches, on va le dire comme ça, c'est assez synthétique, mais bon, mais c'est à peu près ça, se sont précipités sur la vaccination avec ce seul espoir de pouvoir voyager. En fait, c'est ce qui allait ouvrir la porte au voyage possible et à la sortie de l'île. Et il y a toute la tranche des populations océaniennes qui, elles, qui n'ont pas forcément cette problématique aussi aiguë que la nôtre, qui, elles, s'interrogent beaucoup. Peut-être aussi parce qu'ils ont un rapport au vivant et un rapport à la nature un peu différent du nôtre quand même. Ils sont plus centrés à ce niveau-là. Et pour eux, la peur du virus a été d'abord et ensuite la peur de la vaccination. Et aujourd'hui, nous, on a été, Gaël et moi, faire de l'information dans les tribus, dans les îles Loyauté, et on s'est rendu compte, en fait, au contact des populations de l'île, que leur grande peur aujourd'hui, c'est beaucoup plus le vaccin, parce qu'on ne leur dit rien, parce on les informe de rien, à part nous qui essayons de donner un peu quelques informations pour le peu qu'on nous laisse parler. Et aujourd'hui, c'est plutôt la vaccination qui leur fait peur. Le virus, beaucoup moins. On ne peut pas dire que ce soit vraiment une peur intrinsèque du virus.
Ouais. Ouais, c'est plutôt une saine réaction de gens qui ont les pieds sur terre, parce que Oui, effectivement, la vaccination elle-même, quelque chose d'extrêmement expérimental, la vaccination contre le SARS-CoV-2, hein. Je ne oui, parle pas de la vaccination en général. Je pense que les gens ils doivent bien comprendre qu'il ne s'agit pas d'être pour ou contre la vaccination. Il s'agit d'avoir un regard critique sur la stratégie vaccinale qui est entreprise et qu'est-ce qu'il y a derrière, qu'est-ce que ça veut dire. Euh, la première chose que je peux dire, c'est que dans une épidémie de virus à ARN. C'est ce type de virus qu'il y a, hein, pour les gens qui nous regardent. C'est le matériel génétique du virus, c'est de l'ARN. Ces virus-là mutent énormément, ils changent tout le temps. Et particulièrement les coronaviridés, c'est des virus qui se transforment en permanence. Et ça veut dire que si vous faites un vaccin, ben, il y a de fortes chances que dans très peu de temps, le virus qui va arriver, il va être variant ou mutant et il va être résistant à votre vaccin, en fait. Et vous soyez obligé de vous revacciner très régulièrement, tous les 2 mois, tous les 3 mois. Mais en fait, ça c'est pas une façon de faire, quoi. L'autre chose, c'est que ça s'est jamais vu dans l'histoire qu'une vaccination pendant une période épidémique euh, arrive à endiguer une épidémie. En fait, ça marche pas. C'est quelque chose qu'il faut faire au contraire à froid éventuellement et sur des pathogènes qui mutent peu. L'autre chose encore, c'est que la stratégie industrielle et technologique qui est entreprise dans ces vaccins est extrêmement novatrice, peut-être très intéressante pour le futur, mais reste quelque chose d'expérimental et pas du tout encore bien avéré. Et la plupart des datas, des données dont on dispose, qui devraient avérer l'innocuité et l'efficacité de ces injections-là, vient des laboratoires eux-mêmes. Et ouais, là, pour le grand public qui nous écoute en Nouvelle-Calédonie, je pense qu'il faut ne pas se cacher derrière son petit doigt, c'est que ce sont des grandes firmes pharmaceutiques qui cherchent avant tout à gagner de l'argent, plus qu'à soigner les gens. Et ils ont déjà été condamnés à de multiples reprises, que ce soit Pfizer, que ce soit tous les autres en fait qui sont en lice, ont déjà été condamnés à de très nombreuses fois pour falsification de données, publicité mensongère et commission occulte. Ça veut dire donner de l'argent à des décideurs publics pour fourguer leurs produits mieux. À tel point que Pfizer, par exemple, a été condamné en 2009, pardon, à 2,3 milliards de dollars d'amende aux États-Unis pour ces faits-là. Alors on pourrait se dire ils se sont fait taper sur les doigts et ça, bon voilà. Mais en fait ils ont compris. Mais non, pas du tout. En fait c'est dans leur business model. Ils savent que même s'ils perdent cet argent-là, ils en gagnent tellement que c'est pas grave, c'est intégré au business model. Et donc depuis 10 ans, ils ont eu plus de 800 millions de dollars d'amende pour les mêmes faits. Donc finalement, c'est des stratégies mafieuses, on pourrait dire, qui sont devenues monnaie courante, qui sont devenues partie intégrante de leur modèle de développement de leurs médicaments ou de leurs injections vaccinales. Donc là, est-ce que vous faites confiance à des gens qui trichent, qui mentent? Bah, soyez prudents. Vous pouvez peut-être leur faire confiance, mais vous confieriez pas votre enfant à un pédophile multirécidiviste pour le week-end. Est-ce que vous voulez confier votre corps à des gens qui ont déjà été condamnés à de multiples reprises parce qu'ils ont triché et menti? Moi, je pense qu'il faut être prudent, il faut attendre de voir, regarder ce qui se passe avec les oreilles. S'ils veulent se faire vacciner, tant mieux pour eux. Et ben, on va voir, on verra bien. Hein. oui, Bonne chance, les gars. c'est ça, Donc, c'est ça. je pense qu'il faut insister sur cette idée de liberté aussi, qui est fondamentale. Euh, dans la vaccination ou dans n'importe quelle thérapeutique qu'on introduit dans votre corps, finalement, bah, vous laissez par confiance, vous laissez rentrer quelque chose dans votre corps. Il y a un principe en éthique du soin et en éthique médicale qui s'appelle l'inviolabilité du corps. C'est un sanctuaire qui vous appartient en fait. On le répète à l'envi aujourd'hui, mais on le foule au pied là dans cette histoire de vaccination. Votre corps vous appartient, c'est à vous de décider ce qui en rentre ou ce qui ne rentre pas. C'est quelque chose qui est absolument non négociable. Et si vous laissez rentrer quelque chose, c'est basé sur ce qu'on appelle le consentement. Le fait que vous dites oui. Et le consentement, on considère qu'il doit être libre et éclairé. Si jamais on vous fait une clé de bras dans le dos en vous disant vous ne verrez votre famille que si vous êtes vacciné, en fait, c'est un chantage. Et Hum, ni plus ni moins qu'un chantage. Et ça n'a plus rien à voir avec la santé. C'est-à-dire, on peut discuter non, du vaccin, de la santé, de l'épidémie, mais discuter de vos libertés, de est-ce que vous pouvez aller voir vos familles, etc., c'est une autre question. Et donc, c'est deux choses qu'on a mis ensemble dans cette histoire. Il faut que vous réussissiez à le séparer dans le cerveau des gens et à dire ça n'a rien à voir. Et peut-être qu'il y a des pistes de solutions qui sont d'ouvrir une compagnie aérienne. C'est peut-être le moment de faire de l'argent en disant, ben voilà,
on va faire une compagnie aérienne qui sera pas avec le pass vaccinal. Et c'est une des idées. Ouais, ouais. Non, mais Euh, c'est exactement ce que tu disais. Aujourd'hui, c'est ça. Il y a vraiment un chantage qui est exercé sur la population. Alors pour la population qui veut voyager, c'est vous ne voyagerez pas si vous n'avez pas le pass sanitaire, hein, et si vous ne vous faites pas vacciner. Et chez les populations mélanésiennes, on ne les informe pas et il y a une pression sociale importante chez eux puisqu'ils ont un système tribal, un système clanique qui fait que quand le grand chef a dit, on fait. Nous, effectivement, nous, ce qu'on essaie d'infuser dans cette société-là, c'est que c'est auprès des grands chefs justement, qui s'interrogent aussi, hein, d'ailleurs, pour que vienne à leur esprit que non, ça n'est pas obligatoire, parce que beaucoup de gens ici se sont longtemps imaginé avant que nous on arrive sur la scène que c'était obligatoire et qu'il fallait absolument le faire. Donc nous, on travaille beaucoup là-dessus sur cette non-obligation et quand on le leur dit et sur le fait que ce soit expérimental. Dans les populations océaniennes, c'est quelque chose qui a énormément eu d'impact quand on a commencé à leur expliquer que c'était une injection expérimentale. Et donc là, ça leur a parlé énormément. Beaucoup plus dans moi j'ai trouvé beaucoup plus chez les Océaniens que chez les oreilles ou chez les Calédoniens de souche, parce il y avait plus ce rapport au voyage. Eux, c'est vraiment le rapport au vivant. Et quand on leur a dit qu'ils étaient un petit peu des rats de laboratoire, ça a quand même fait tilt. Et ça les a beaucoup inquiétés. Ça avait beaucoup touché aussi les gens de Tahiti et de Polynésie parce que ils ont été habitués à être les cobayes d'expérimentation nucléaire entre autres, et ça vraiment il y a une séquelle clairement vis-à-vis de la métropole, sans à dire mais on n'est pas vos cobayes. Et je crois que c'est une très saine réaction, hein, c'est très bien. Et effectivement on peut le redire pour toutes les injections immunogènes. Je dis ça pour éviter d'être censuré sur YouTube. Hein, pour toutes les injections immunogènes, mais vous comprenez ce que c'est. Il y a des essais de phase 3 qui sont encore en cours jusqu'à fin 2022 ou début 2023, ça dépend lesquels. Par exemple, sur Pfizer, il y a 3 essais encore en cours. Et ça, jamais c'est dit dans un quelconque consentement. Normalement, vous devriez avoir une information claire, loyale et appropriée. Alors là, je fais un peu de pub, mais vous avez cette information claire, loyale et appropriée auprès de Brigitte, auprès de Gaël et de tous les membres de Réinfo Covid de Nouvelle-Calédonie. Et vous les avez aussi sur le site de www.reinfocovid.fr ou .com, ça marche. Ce que fait le conseil scientifique aussi. Et effectivement, pour le moment, ça reste expérimental et les effets collatéraux, les effets secondaires sont assez peu monitorés. C'est-à-dire que qui est-ce qui va payer les effets secondaires? Vous compreniez que c'est pas les firmes vaccinales. Ça a été avéré par Michel Rivasi, qui est député Europe Écologie Les Verts et qui a été voir dans la salle des contrats à la Commission européenne qu'est-ce qui avait marqué dans les contrats. Alors, il faut savoir déjà qu'elle avait le droit d'accéder pendant une demi-heure, sans téléphone, sans appareil photo, avec juste un papier et un crayon et sans assistant juridique pour voir un dossier de 450 pages avec des petits caractères. Elle s'est rendue compte d'une première chose, c'est que les prix des vaccins eux-mêmes étaient caviardés, c'est-à-dire qu'en gros, c'était rayé, biffé, on savait pas. Pour des choses à milliards d'euros, hein, c'est-à-dire des contrats à milliards d'euros, vous savez pas combien ça coûte, en fait, ni quel est le prix réel. Et puis la deuxième chose, c'est que elle a parcouru rapidement jusqu'à mais qui paye les effets secondaires? C'est-à-dire si quelqu'un se retrouve avec un accident vasculaire cérébral, parce que vous avez compris que le risque de thrombose est important, que ce soit chez Pfizer ou AstraZeneca, en fait, dans les deux types, c'est quand même un effet secondaire majeur important et qui commence à être relativement fréquent, hélas. Et qui est-ce qui paye? C'est pas les firmes pharmaceutiques, c'est l'État. Et si c'est l'État qui paye, est-ce que vous pensez que l'État a tout intérêt à voir ces effets secondaires? Non. Donc il va pas s'acharner à les chercher, quoi. Et aujourd'hui, on a un grand problème de monitorage des effets secondaires, ce qu'on appelle la pharmacovigilance vaccinale. Là, je vous renvoie au conseil scientifique numéro 6 qui a été censuré au bout de 12 heures sur YouTube. Donc, autant vous dire que ça n'a pas plu à YouTube. Mais on a un problème, c'est que il y a beaucoup de gens qui ont des effets secondaires et ils ne sont simplement pas enregistrés, en fait. Donc, à la fin, on a des chiffres qui sont faux. On a le même problème ici. Hein. Vraiment, c'est un problème qu'on soulève à chaque fois parce que, en plus, moi, je suis professionnelle de santé, donc en tant que pharmacienne, je vois bien les choses se passer. Et il y a de toute façon une sous-déclaration ici aussi des effets secondaires qui commencent à être un peu comme partout, hein, qui sont les mêmes, mais personne ne les déclare, personne ne veut en parler, ça n'existe pas.
Ça n'existe pas. Donc nous, on a sorti un consentement éclairé. Moi, j'ai aussi distribué les feuilles de pharmacovigilance que l'on peut soi-même remplir, hein, en incitant les gens à le faire eux-mêmes ou à venir à la pharmacie pour le faire. C'est pas, il n'y a pas énormément de gens qui font cette démarche parce que leurs médecins leur disent que non, ça n'est pas des effets secondaires du vaccin, enfin de Beaucoup, l'injection. il y a même beaucoup de gens qui arrivent à se convaincre eux-mêmes que ça n'a pas de lien. C'est-à-dire que voilà, une semaine après la vaccination, boum, quelqu'un fait un accident vasculaire ou une complication autre, hein. Il y a d'autres types de complications, des complications neurologiques notamment, avec des atteintes de la sensibilité ou des choses comme ça. Bon, il y a des réactions immédiates, ce sont de la fièvre, d'être pas bien, mais c'est pas bien pendant une semaine parfois, hein, donc c'est quand même costaud. Ça fait aussi partie des choses qu'il faut monitorer. Normalement, c'est pas normal. Et pour AstraZeneca, on le savait déjà, si vous voulez, les essais de phase 2 et de phase 3 qui avaient déjà été publiés, il y avait un niveau d'effet secondaire qui était juste du jamais vu en fait dans quelconque campagne vaccinale avant. Donc tous ceux qui avaient bien voulu lire avant un peu les datas même du laboratoire, hein, c'est-à-dire qu'on faisait confiance aux menteurs et aux tricheurs. Déjà là, il y avait quand même un doute, quoi. On se disait waouh, quand même ça a l'air costaud, hein. L'autre chose, c'est que ok, on peut parler de ça comme prévention. Mais la réalité, c'est que c'est une épidémie qui est pas, si elle est bien prise en charge, globalement, a une mortalité et une létalité qui est faible, et qui concerne surtout les personnes âgées ou les personnes qui ont des grands antécédents. Et par contre, il y en a peut-être un qui est important pour chez vous, qui est l'obésité, Oui. l'hypertension, le diabète. Et je crois savoir que le premier SRAS avait laissé quelques séquelles parce que ça avait été quand même sévère en Nouvelle-Calédonie. Oui. Oui. Et la réanimation, moi j'avais des amis en réanimation en Nouvelle-Calédonie. Je me souviens que c'était quand même costaud. Globalement, les populations autochtones avaient fait les frais de cette infection de manière assez sévère. Oui. Mais ouais, enfin, je me trompe pas là-dessus. Non, 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 c'est tout à fait ça. Oui, oui. Oui, oui, ici les populations obèses sont en quantité importante, diabétiques, et effectivement, ça avait laissé pas mal de séquelles. Donc c'est une peur, hein, de toute façon à ce niveau-là, parce que les comorbidités ici en Calédonie sont importantes. Oui, oui, oui. Alors c'est une peur réaliste, hein. Simplement, il faut savoir que il y a plein de choses à faire, hein, des traitements précoces, ambulatoires, avec des molécules qui sont très peu onéreuses, qui coûtent pas cher en gros, hein, un suivi et une surveillance ensuite des gens si jamais ils ont la maladie. Mais pour le moment, tu m'as dit que vous avez eu 2 cas, c'est ça? En Calédonie, 2 cas de Covid. Ouais. Dans la dernière phase qui a généré le deuxième confinement, il y en a eu plus. Mais c'est toujours pareil. On n'a jamais réussi à savoir parce qu'on interroge beaucoup nos autorités politiques, plus que sanitaires, puisqu'on ne sait pas qui constitue le pool qui conseille le gouvernement. Mais on les a beaucoup interrogés et on n'a jamais eu la réponse, ce qu'étaient des cas et des malades. Parce qu'on nous a présenté pendant un moment, il y avait 35 cas, on nous a dit qu'il y avait 3, 4 personnes en réanimation. Mais pour ce qui était des autres cas, puisqu'en réanimation, on savait pas non plus quel était leur degré, quelle était l'atteinte par rapport à la maladie. Et pour les autres cas, on n'a jamais eu de réponse de savoir si c'était juste des gens positifs, s'ils étaient symptomatiques, asymptomatiques. On n'a jamais eu aucune réponse sur ces 37 personnes à peu près qui ont constitué la base des gens, des cas. Voilà, les cas. C'est tout ce qu'on a su. Louis, est-ce qu'il y a, tu parles de traitement ambulatoire précoce, mais est-ce que, au vu de la population qu'on a, on sait qu'il y a un certain taux de comorbidité. Est-ce que auprès de cette population en amont, déjà de l'ouverture, enfin de l'ouverture de nos frontières ou avant l'introduction éventuelle de ce virus en Calédonie, est-ce que concrètement il n'y aurait pas une politique sanitaire qu'on pourrait déjà essayer de mettre en place pour ces personnes-là, pour les appeler à être rassurées, parce qu'on sait que la peur descend le système immunitaire, en tout cas la capacité du système à se défendre. Est-ce que déjà en amont, parce que les gens veulent pas, enfin en tout cas dans certaines populations, pas mal de gens ne sont pas dans cette motivation de la vaccination, mais ils sont quand même dans une peur, dans une appréhension du jour où ce virus arrivera sur le territoire. Qu'est-ce qu'on peut faire justement pour ces personnes, pour les rassurer? Qu'est-ce qu'elles peuvent vraiment entrevoir aujourd'hui? Alors, je pense qu'il faut leur redonner la réalité de l'épidémie et de sa gravité, mais tu as raison qu'en Nouvelle-Calédonie, il y a globalement un phénotype qui est que les gens sont quand même plus obèses et plus diabétiques qu'ailleurs.
et on l'a déjà vu pour le premier SARS, ils font des formes plus sévères que les autres. Donc ça les rassure pas quand je dis ça, bien sûr. Mais ça veut dire qu'au contraire, il faut en prendre soin et que cette crise, elle est là pour nous dire quelque chose, c'est que ces diabètes, ces obésités, elles sont liées globalement à des défauts nutritionnels assez profonds, à une façon de vivre qui est pas en accord avec les gènes, avec ce qu'on devrait vivre, on a plutôt besoin globalement d'une vie au grand air, à faire des efforts et à manger de manière à pas manger du McDo quoi, ni de la bouffe industrielle. Et ça c'est juste du bon sens en fait. Et c'est vrai pour tout le monde. C'est pas vrai que pour les Kanaks chez vous. C'est vrai aussi pour tout le monde en fait. Donc je crois qu'il y a toute une prévention nutritionnelle à faire. Et c'est peut-être l'occasion de dire, bah voilà, si on prenait ça, le taureau par les cornes, ça fait un moment que c'est peut-être un problème au sein de la population kanak, que ça fait le lit de pathologies chroniques assez importantes. Allons-y, quoi. Les endocrinologues, les gens qui s'occupent d'obésité, de diabète, bah, peut-être que c'est le moment de se réveiller en Nouvelle-Calédonie et de dire, bah, on va faire un vrai grand plan calédonien de prise en charge de ce truc-là. Se saisir de l'occasion, l'occasion fait le larron, on dit, hein, se saisir de l'occasion pour essayer d'en faire quelque chose de positif, toujours tourner le problème en quelque chose de positif. On dit en permaculture, le problème est la solution. L'autre chose, c'est on sait que les gens qui font les formes les plus graves sont les gens qui sont carencés en zinc et en vitamine D. À la fois ceux qu'on retrouve en réanimation et qui meurent, ils ont des grandes carences. Et à l'inverse, si on recharge en vitamine D et en zinc, les gens font des formes moins graves, même si on les recharge tardivement, c'est-à-dire même quand ils sont à l'hôpital ou quand ils sont pas bien. Et on sait que les gens qu'on recharge en amont font moins de formes symptomatiques et moins d'évolution vers la gravité. Donc là, le zinc et la vitamine D, c'est facile parce que les gens n'ont même pas besoin de passer par leur médecin, ils peuvent aller voir directement Brigitte, parce qu'en fait, c'est des compléments alimentaires, le Zimadé ou des choses comme ça. Je fais pas de publicité, hein, simplement j'informe sur le fait que ça existe et que à part boire toute la bouteille d'un coup ou des choses comme ça, c'est des petites bouteilles voilà avec des gouttes. Globalement, c'est des choses qui sont très anodines et sans risque en fait. De même pour le zinc, il peut y avoir de l'inconfort si vous le prenez au même temps que les repas, donc on conseille plutôt de le prendre en dehors des repas avec un grand verre d'eau. Mais globalement, c'est du complément alimentaire qui n'encourt aucun risque. Et ça, rien que de faire ça, ça diminue l'évolution vers les formes graves. Après, il y a des choses qui paraissent du bon sens, mais qu'il est bon de redire assez régulièrement. C'est que l'activité sportive, l'activité physique, c'est quelque chose dont on a absolument besoin et qui permet d'être en bonne santé et que votre système immunitaire aille bien. Donc, faire du sport tous les jours. L'association des médecins du sport, le syndicat des médecins du sport en France a recommandé que même pendant les confinements, les gens fassent au moins une demi-heure à 1 heure d'activité physique quotidienne. C'est-à-dire que même si vous êtes confiné, même si vous avez l'impression de rien pouvoir faire, en fait, il faut bouger. L'autre chose, c'est de continuer à avoir des relations sociales. Il y a des études de grande ampleur qui ont été faites au niveau international pour démontrer que le tissu social d'un individu détermine sa survie, en fait, a un impact même sur la mortalité. Et que si vous érodez le tissu social de quelqu'un, par exemple les personnes âgées qui se retrouvent isolées, seules, que plus personne ne vient voir, en fait, ils vont mourir. Et ils vont pas mourir du Covid. Ils vont mourir de solitude, de chagrin et d'isolement et d'abandon. Donc finalement, le tissu social est extrêmement important. Et en fait, c'est l'occasion aussi de dire on doit renforcer notre tissu social et peut-être avec des gens avec qui on est plus en accord sur le fond, sur comment on voit la vie, sur le respect du vivant, sur le fait de ressentir, de s'ajuster. Et puis tous les gens qui veulent programmer, contrôler, mettre des barrières, etc. Bon bah, ok, ça va peut-être plus être nos amis. On va en perdre certains, hein, c'est sûr. On a tous perdu des amis dans cette histoire, mais est-ce que c'était vraiment des amis? Et moi, si je fais le compte, j'ai plutôt gagné énormément d'amis. J'ai jamais rencontré autant de gens et autant de gens qui aspirent au bien commun, qui aspirent à la joie, à la paix, à une santé ample. Donc moi, j'ai aucun regret, quoi. Globalement, voilà, c'est la vie. Hein. Ok. Donc l'activité physique, les relations sociales, la nutrition, la recharge vitaminique et l'humour. L'humour. Alors, je sais pas comment c'est l'humour kanak, s'il y a des humoristes particuliers, s'il y a un registre. Nous, c'est les Belges, les Suisses, ou c'est Coluche, des choses comme ça. L'administration, on aime bien se payer la tête de l'administration. Et l'humour, c'est à la fois une arme contre le Covid, mais c'est une arme contre la tyrannie. Hier, j'ai interviewé des gens du Café des Libertés à Fort-Calquier. Ils se réunissent, ils ont posé une table, même pendant les confinements, ils ont dit on va se voir, quoi. On va prendre un café, on va discuter. Et tous les jours, il y avait 60 policiers en armes et en gilet pare-balles
pour venir avec les gens de Fort-Calquier, les petits vieux, les enfants, les jeunes, pour venir leur mettre des amendes et dire et tous les jours ils ont pris les amendes, ils ont dit ok, soit, continuez quoi. Puis après ils ont mis même des gens avec des brassards avec marqué les pruniers, ceux qui prennent les amendes pour les autres en fait et qui disent ok, mettez-nous les amendes pour tout le monde, les autres vont pouvoir venir, nous on les prend, il y a pas de souci. Et on est arrivé à un tel niveau d'absurdité que maintenant il y a Merlin qui est un des organisateurs, il encourt 8 ans de prison. Et puis, je sais plus, 50 000 euros d'amende et tout ça. Donc, au niveau judiciaire, ça a pris une ampleur complètement démesurée. Et c'est ridicule, en fait. Ça n'a aucun sens, c'est absurde. Donc, et au fur et à mesure que ça devient de plus en plus ridicule, les policiers ont compris que c'était ridicule et que c'était absurde. Et donc, maintenant, ils mettent des amendes avec des motifs débiles, avec des motifs bizarres. Mais ce faisant, ils mettent une paille dans l'engrenage parce que le jour où ça va aller en cassation, il y aura plein de trucs qui iront pas dans le dossier. Il y aura plein d'amendes qui auront aucun sens, qui auront été mises. Il y a une amende qui a été mise à quelqu'un qui est mort il y a 3 mois par la télésurveillance et la vidéosurveillance. Vous vous rendez compte? Donc, voilà, l'humour, c'est aussi une arme de résistance. Voilà, nous on prépare des choses humoristiques. Ça fait un moment que j'en parle, hein, mais vraiment ça se prépare. On est très très heureux que ça voit le jour bientôt parce qu'on a besoin de rigoler, quoi. Ça va, ça donne déjà quelques clés pour survivre, en tout cas avoir moins peur. J'espère. Gaël, tu veux nous redire un mot? Ah, ça y est, t'as réapparu. Ouais, alors je sais pas combien de temps ça va durer, mais au pire, ça sera avec le micro, quoi. Oui, on se rend bien compte, il y a un traité, moi, qui me passionne depuis pas mal d'années, qui est le traité de l'empereur Jaune, hein, qui est le traité principal de médecine traditionnelle chinoise, qui a été écrit il y a 2000 ans, qui dit que voilà, la médecine inférieure soigne la maladie, la médecine moyenne soigne l'individu, et la médecine supérieure soigne la société. Aujourd'hui, on se rend bien compte qu'on est face à une société qui est totalement malade, hein, dans tous ses modes de fonctionnement, que ce soit l'alimentation, l'éducation. On se rend bien compte qu'on a loupé pas mal de choses aussi, ou qu'on est parti vers un formatage de l'individu dès la toute petite enfance, où on nous apprend juste à écouter ce qu'on nous donne comme information et à remplir nos têtes, et que quand nos têtes elles veulent penser différemment que la pensée unique, soit on nous bride, soit on est rejeté, donc ça peut faire peur éventuellement de s'investir à penser autrement et à oser penser autrement. Et donc aujourd'hui, c'est ça, c'est avoir vraiment quand même les 3 strates, les strates de OK, comment on soigne la maladie concrètement quand on fait le point sur cette maladie aujourd'hui, comment on la soigne, comment on soigne l'individu si c'est lui qui tombe vraiment malade, mais comment on soigne une société qui aujourd'hui risque d'être fortement malade si ça se propage d'une certaine manière sans être pris en charge avec ce qu'on appelle cette thérapeutique précoce, enfin préventive d'abord, précoce et curative si nécessaire, quoi. Alors, je rappellerai juste qu'il y a pas eu de, excuse-moi, je t'ai coupé, excuse-moi. Il n'y a pas de surmortalité chez les moins de 70 ans, en fait. Que une grosse partie de la mortalité en France, elle est liée à l'évolution de la pyramide des âges. C'est-à-dire dans les 20 dernières années, finalement, la pyramide des âges des baby-boomers s'est décalée. Ils avaient 50 ans en 2000, et puis maintenant, ou 60 ans. Puis maintenant, ils ont 70, 80 ans. Et en fait, voilà, ça fait une grosse frange de la population dans notre pyramide des âges, et c'est eux qui sont touchés. Et c'est eux qui ont une surmortalité, mais c'était normal. Ils arrivaient au moment où on commence à mourir, en fait. Et l'âge médian de décès est aux alentours de 82 ans. C'est voilà, hein, c'est mieux que l'espérance de vie même en fait. Donc pour le moment, il n'y a pas de démonstration que cette épidémie est extrêmement sévère. En revanche, elle a mis en défaut plein de choses dans notre système. Elle a mis à jour des carences, des pathologies de notre système qui étaient déjà là et qu'on faisait semblant de pas voir, sur lequel on mettait un pansement sur une jambe de bois, un cautère sur une jambe de bois, souvent on dit. Et notamment, tu l'as dit, au niveau éducatif, au niveau économique. Alors, on a discuté en off du fardeau économique de la fermeture des frontières pour l'île. Et effectivement, c'est important. Mais ça veut déjà dire que l'économie de l'île vit de manière boiteuse, qu'elle ne pourrait pas vivre comme ça. Et donc, c'est un défi à la créativité, à l'intelligence. Comment faire pour que la Nouvelle-Calédonie soit autonome? Pas autarcique, autonome, c'est-à-dire décide de son destin et fasse vraiment quelque chose. Et là, tous les autonomistes calédoniens, ils peuvent y réfléchir, se dire, mais OK, vous voulez une autonomie politique pour certains, mais vous ne pouvez pas avoir d'autonomie politique si vous n'avez pas d'autonomie économique. Et donc, réinventer une économie locale, peut-être une monnaie locale. Alors, vous avez déjà une monnaie locale différente, mais de refaire des réseaux et du tissu économique
autour des besoins fondamentaux, de se loger, de se vêtir, de s'éduquer, de prendre soin les uns des autres, de prendre soin des personnes âgées. En fait, il y a peut-être plein de choses à faire pour réenrichir le tissu économique local. Je sais pas ce que tu en penses ou ce que Brigitte en pense. Bah, alors ici au niveau local, on a justement parce que on parle des instances, on parle toujours des gouvernements, des élus, des mairies. On attend quand même et c'est, je trouve aussi, c'est la croyance limitante de nos sociétés aujourd'hui, c'est qu'on attend toujours l'aide de l'extérieur ou le changement de l'extérieur. Là, il y a, bah voilà, toi tu connais aussi les mouvements de permaculture ici en Nouvelle-Calédonie. On en a aussi quand même pas mal de personnes qui se sont lancées il y a une vingtaine d'années et qui ont commencé à mettre en place leur propre mode de vie, hein, où ils arrivent à faire leur propre farine, ils arrivent à être dans l'autonomie électrique, dans l'autonomie vestimentaire, et puis surtout à échanger entre eux dans les besoins qu'ils ont. Donc, c'est bien d'attendre toujours aussi ces changements, mais je pense qu'aujourd'hui, c'est un petit peu comme on parlait en off tout à l'heure, c'est d'aller faire imploser la machine de l'intérieur grâce aux gens, grâce au fait que chacun individuellement reprenne conscience du pouvoir individuel qu'il a, que ce soit sur sa santé, sur son alimentation. Voilà, ici aujourd'hui, c'est vrai qu'on ferme les magasins. Malgré, il y a en tout cas une certaine population qui serait capable de s'en sortir, qui reste les Oui, populations ça dépend, ouais. autochtones ou océaniennes, hein. On sait aussi que les Tahitiens, les Wallisiens de l'île, les Vanuatais ont beaucoup de champs et qui ont cette capacité d'aller aux champs pour pouvoir se nourrir. Mais même ces populations, parce que l'appât, moi j'appelle ça l'appât du bling bling. Si tu veux avoir un beau téléphone, une belle voiture, une belle maison, des beaux repas avec plein de choses qu'on trouve que dans les magasins, ça donne envie. C'est humain au bout d'un moment. Enfin, à un moment donné, c'est venu. Et là, on se rend compte qu'on a été trop loin, trop vite, et que ce soit par rapport au génotype de nos personnes, mais par rapport aussi tout simplement à l'humanité de ce que tout ça recèle. Donc, c'est vraiment, en tout cas, moi, mon souhait, c'est vraiment d'aller vers ça, c'est de responsabiliser des gens déjà dans qu'est-ce qu'on peut faire dans notre santé individuellement au quotidien, que ce soit de bien boire, bien respirer, bien dormir, bien manger, pour que ce système individuel, si le virus arrive à rentrer, ne soit pas mis complètement au tapis. Et ici, en Nouvelle-Calédonie, Louis, tu connais aussi, on a la dengue qui est quelque chose qui peut mettre les gens au tapis. On peut mourir de la dengue aussi, hein. Et aujourd'hui, on n'a pas fermé nos frontières, bon, parce que ça dépend d'un moustique, on est d'accord. Mais on n'a pas immobilisé une société entière, alors qu'on a quand même des cas de dengue régulièrement qui viennent à mourir. Donc voilà. Ouais, tout à fait, ouais. Merci Oui, Gaëlle pour ça. Brigitte, tu voulais réagir un peu à cette idée économique aussi ou à oui, oui, oui. cette crise un peu plus globale que juste le virus? Oui, bien sûr, mais c'est ce que disait Gaël est tout à fait juste. Mais c'est vrai que nos populations ont été mises infantilisées comme toutes les populations mondiales et que c'est compliqué. Moi, je vois pour ici pour faire de l'information, c'est peut-être partout ailleurs, mais moi ça fait longtemps que je suis ici. C'est compliqué, c'est des habitudes qui ont été prises depuis longtemps. Alors c'est vrai que les populations océaniennes sont beaucoup plus proches de la nature, plus proches du vivant. Elles ont cette capacité, à mon sens, de retrouver assez facilement le chemin de la raison, tout simplement. Mais on a aussi, nous, on a une société assez dichotomique ici en Calédonie, hein, donc une, une société très très européanisée avec ses besoins, ce que disait Gaël, mais qui a infusé sur la société océanienne et qui a créé les mêmes besoins. Alors, ce que tu disais tout à l'heure sur la problématique particulière des comorbidités en Calédonie, c'est typiquement ça. Un mode de vie à l'américaine, les McDo, la bouffe sucrée, et qui fait que ça va être, c'est vraiment un travail de fond qui n'est pas fait, hein, qui n'est absolument pas fait sur cette problématique particulière de la malbouffe qui entraîne plein d'autres choses et qu'il faut reprendre depuis le début. Mais ça va vraiment demander beaucoup d'efforts et une volonté qui, à mon avis, n'est pas encore là. Au niveau des instances sanitaires, il y a des campagnes qui sont menées, mais ça n'est jamais que superficiel. On n'explique pas aux gens ce qu'il faut qu'ils fassent. Va vraiment falloir tout reprendre depuis le début. Quand Gaël parlait d'éducation, c'est vrai que il faut le reprendre depuis le début. Et pourtant, la problématique est très importante ici.
Cette, elle coûte très cher. Elle coûte très cher à la société. Elle coûte très cher aux individus. Les populations océaniennes payent un lourd tribut à toutes ces pathologies. Et malgré ça, on voit pas de mise en place d'éducation dès l'enfance à toute cette problématique. Donc, effectivement, c'est peut-être le moment, oui, c'est le moment de le suggérer surtout pour que ça se fasse. Ouais. Et puis je pense qu'il y a quelque chose qui est assez présent dans tous les gens qui rejoignent les collectifs, ce serait l'idée d'aller euh, aider des gens qui voudraient pas être aidés. En fait, c'est une illusion. On peut pas aider des gens qui veulent pas être aidés. Et donc, on sauvera pas tout le monde. En fait, on n'empêchera pas. Et c'est pas le but. Le but, c'est, à mon sens, il est plutôt d'aller souffler sur les braises de ceux qui ont un doute et de les mettre en lien et de leur faire permettre de leur permettre de recréer justement une société qui s'affranchit de toutes les scories et de toutes les maladies de notre société mondialisée, occidentale, transhumaniste, néolibérale, techno-industrielle, qui attend toujours en fait plus de process, plus de procédures, plus de rigidité en fait. Je crois que le vivant, il aime pas la rigidité en fait, il aime pas les procédures fermées, il aime pas que le programme se déroule comme prévu. Au contraire, il invente toujours des solutions pour faire autrement. Et je crois que c'est un peu notre mission avec Réinfo Covid, beaucoup plus que d'aller convaincre des médecins dogmatiques, des scientifiques corrompus, euh, des administratifs bornés qui veulent juste que les trains arrivent à l'heure sans jamais regarder où vont les trains et qui sont complètement dans l'extraordinaire banalité du mal. Je crois que ceux-là, il y a aucune chance qu'on arrive à les convaincre et puis c'est pas le but parce que sinon on serait encore nous-mêmes dans l'idée que messianique, on serait là pour être des sauveurs. Or il y aura pas de sauveur en fait. Il y a juste se prendre en main et pour se prendre en main et réussir à à résister en fait, à se prémunir de cette automatisation absurde du monde et idiote en fait, hein, parce qu'elle repose sur rien en plus, elle repose même pas sur la science quoi. Elle repose sur des dogmes en fait, des croyances religieuses et scientistes dans la toute puissance d'un vaccin. Mais le vaccin, croyez-moi, hein, sur cette épidémie, ça ne sera pas une baguette magique. Il n'y a pas de baguette magique en fait simplement dans une épidémie. L'épidémie, c'est épidémos, ça vient au-dessus du peuple, ça vient, ça passe, ça donne son message au monde et ça dit bah voilà, vous êtes malade, il est temps de changer des choses dans votre système. Et soit vous l'entendez, Ouais, soit vous l'entendez pas. Si vous l'entendez pas, bah, vous pouvez essayer de mettre des béquilles, ça va vous faire tenir jusqu'à la prochaine épidémie, en fait. Et il ne ouais, manquera pas d'y avoir une autre épidémie en 2025 qui fera la même chose. Donc là, les gens de Nouvelle-Calédonie, ils ont déjà vécu le SRAS, ils ont déjà vécu d'autres épidémies avant, s'ils comprennent pas, il y en aura d'autres, en fait. Donc, c'est pour nous faire comprendre quelque chose, pour nous enfoncer quelque chose dans la caboche, qu'il faut qu'on change profondément notre système. C'est une chance qui nous est donnée. Mais voilà, je pense que si on renonce tous à cette idée d'être des sauveurs, en plus, on devient plus convaincant. ouais, La c'est réalité, clair. c'est que on arrive à toucher plus de gens quand nous-mêmes, on sort du Ouais. dogmatisme